pour commencer, on a prévu de faire parler 2 personnes sur leur domaine de compétences. Donc j'invite d'abord en premier, il a l'honneur d'ouvrir de point de vue scientifique ce congrès, le docteur Jonathan Charbit, qui va nous parler de son domaine d'expertise qui est les trauma centers de niveau 1, hein, c'est-à-dire l'endroit où les malades sont pris en charge de façon très technique. Derrière, on aura un médecin urgentiste qui nous fera le plaisir de parler et que je présenterai derrière. Alors je vous propose qu'on fasse un petit jeu pour chacune des présentations. On va donner des challenges à chacun des orateurs. Le premier orateur, on va lui demander de respecter 2 choses. 1, c'est le timing. Et 2, c'est le sujet qu'on lui a demandé de traiter. Mais ça devrait être plus facile. On m'a saboté mon intervention. J'ai 14 minutes de retard. Okay. Je voudrais que vous le reteniez quand même quand on me grondera tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Ouais, je remercie beaucoup l'ORU et le collège de m'avoir invité. Je pense que c'est effectivement très important qu'on construise une chaîne de prise en charge. Alors, je vais parler un petit peu avec ma casquette réseau et effectivement avec ma casquette intra-hospitalière. Moi, je fais pas de pré-hospitalier, bien entendu. J'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation. Voilà le menu. Alors, bon, on m'a demandé de parler de nouveautés. Il n'y aura pas que de la nouveauté, mais je pense qu'il y a des sujets qui sont intéressants à aborder, notamment des sujets d'actualité. Alors, c'est peut-être pas complètement l'actualité, les garrots, hein. Ça date, ça a été beaucoup utilisé pendant les guerres napoléoniennes. Et déjà à l'époque, les médecins et surtout les chirurgiens savaient qu'il fallait pas les maintenir de manière prolongée, hein. Tout le monde a milité pour cette utilisation. Et pourtant, on a vu l'essor des garrots, vous souvenez tous, après les attentats. Et c'est vrai que ces garrots, ils ont permis de changer les pratiques, améliorer la prise en charge des chocs hémorragiques dès la phase préhospitalière, aussi durant la phase intra-hospitalière, avec l'idée que les saignements allaient être contrôlés et que ça faisait le job. Voilà. Alors, c'est quand même important de se dire que le rôle du médecin, je reprends les phrases de Dominique Jean Larrey ou d'autres chirurgiens du 19e, le rôle du médecin, le rôle du chirurgien également, mais aussi le rôle du médecin qui reçoit le patient et éventuellement celui qui le transporte, ça n'est pas de mettre un garrot et ça n'est pas de maintenir un garrot dans la plupart des cas. Et ça, c'est un message qu'on n'a pas assez appuyé ces dernières années. Je pense qu'on a laissé le développement des garrots se faire parce qu'effectivement, ça pouvait sauver des patients. Mais aujourd'hui, en intra-hospitalier, quand on réceptionne les patients ou quand on prend en charge les patients jusqu'au scanner et ensuite qu'on discute la stratégie, voire maintenir des garrots, c'est une erreur de prise en charge médicale dans la plupart des cas. Et ça, c'est important de le répéter parce que on se rend compte que les jeunes générations n'ont pas été formées à la gestion alternative, à la mise en place des garrots. C'est dommage parce que il y a quelques années déjà, on avait, dans la conférence de consensus qu'on avait faite en commun avec la SFMU, la SFAR et puis les sociétés de chirurgie, on avait bien précisé que l'utilisation du garrot qui pouvait être proposée en situation extrême devait être réévaluée par un clinicien dès la phase préhospitalière et de toute façon en intra-hospitalier dès l'arrivée. Donc le vieil adage ultra vétuste, peut-être séculaire, qui voudrait qu'on attend d'aller au bloc opératoire pour enlever le garrot, ça n'existe pas, hein. Ça, personne n'a jamais dit, et encore moins les chirurgiens. Donc ça, c'est important de le savoir parce que on se rend compte que dans nos formations au niveau des déchocages, dans nos formations d'une manière générale, on n'a pas appris aux plus jeunes à prendre en charge ces patients. Il y a des arguments forts, hein, des arguments dans la littérature sur le temps d'application, sur les lésions induites par l'utilisation prolongée des garrots, et ça, c'est des choses qu'on avait bien sûr appuyées dans la recommandation de l'époque, et je vous montre ce qui a été argumenté, c'était de rediscuter systématiquement un garrot qui était positionné par une équipe préhospitalière ou un paramédics. Donc ça, c'est des messages qui sont inscrits dans la conférence de consensus française, la RFE française qu'on avait co-signée. Alors c'est pas toujours appliqué, et bon, nous on avait des chirurgiens un petit peu revendicatifs qui nous avaient dit oui, nous on en a marre de voir des garrots, il faut absolument faire quelque chose. Il y a eu cette série qui a été faite sur le membre supérieur où effectivement qui vient de sortir, où effectivement on a identifié des patients qui avaient des lésions importantes avec des garrots mis en place de manière prolongée. Alors bon, cette publication elle est symptomatique, mais c'est vrai qu'il y en a plein, hein, de patients qui maintiennent des garrots de manière prolongée jusqu'au bloc opératoire parce qu'une fois qu'il a été mis,
c'est fini, on l'enlèvera plus jamais. Non, non, ça, c'est pas une pratique à réaliser. Il faut apprendre à faire des gestes hémostatiques adaptés, à faire des fermetures hémostatiques. Il y a pas mal d'options tactiques, temporaires, hein, du damage control surgery adapté, hein, qui est proposé et qui va permettre de contrôler l'immense majorité des lésions. Bien sûr, certaines lésions ne seront pas contrôlables. Dans ce cas-là, le garrot est bienvenu, mais finalement, ça représente moins de 1% des lésions. Donc, c'est quelque chose d'important à développer dans nos services. Vous voyez, par exemple, ça, c'est notre chariot. On a de l'instrumentation de base, on a voilà, un protocole simple. Et clairement, et vous le savez pour ceux qui viennent sur Montpellier, la première des choses que fait nos médecins, c'est d'ouvrir les pansements, de regarder ce qui saigne, de lever les garrots et bien sûr d'envisager un geste hémostatique. Ça peut être un packing, ça peut être une suture hémostatique simple. En tout cas, c'est des gestes qui sont évidents, qui sont accessibles. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, les chirurgiens sont très favorables à ça. Quand on leur a expliqué qu'on fait un geste temporaire qui sera bien sûr levé si le patient va au bloc opératoire, ce qui est souvent le cas, eux, ça leur va bien, surtout si on leur dit que c'est le garrot qui va être économisé, le temps de garrot. Donc ça, c'est un sujet qui est important à développer. Et nous, dans nos formations, vous le verrez, on est en train de mettre l'accent sur ce sujet qui est vraiment un point central dans le développement de la qualité des prises en charge sur le choc hémorragique. Un autre point qui est un peu à cheval sur le préhospitalier, mais qui est surtout un sujet majeur de l'intra-hospitalier initial, hein, c'est la décompression pleurale. Alors, vous le savez, on a pas mal œuvré depuis quelques mois dans la région avec les masterclass qu'on a développés avec le docteur Hugues Weber qui est ici présent. L'objectif, il est simple. C'est de combattre la mort évitable qui s'appelle le pneumothorax sous tension. Tout le monde la connaît depuis 30 ans, hein, cette mort évitable, mais quand on regarde les études récentes, on se rend compte qu'il y a encore une proportion non négligeable de patients qui décèdent parce que non drainés. Ça, c'est un fait à l'échelle internationale avec les différentes publications, c'est un fait à l'échelle régionale. Nous, quand on s'intéresse aux patients autopsiés dans nos centres et dans notre zone de prise en charge, on se rend compte qu'il y a encore des patients qui ont des pneumothorax qui ne sont pas décomprimés. Donc, c'est une culture qu'il faut développer. Et c'est un peu, voilà, ça, c'est le type de patient qu'on reçoit, qui, sur le plan hémodynamique, vous l'avez bien compris, n'est pas optimisé, et sur le plan ventilatoire non plus. Et ces patients-là, clairement, ce qui les sauve, c'est de décomprimer les plèvres. Voilà. Alors là, il y avait une tentative, je voulais dessiner en jaune, hein, il y avait eu des décompressions, mais on voit que la décompression, il faut la maintenir de manière prolongée, sinon, effectivement, elle va récidiver. Et quand on regarde les séries, alors ici c'est des séries américaines, hein, sur un schéma américain que vous connaissez bien, il y a en termes de mort évitable, on retrouve presque 20% des patients qui vont avoir, après leur décès, la découverte d'un pneumothorax qui va être concerné par le décès. Donc vous comprenez à quel point c'est un sujet majeur de prise en charge. Oui, il y a des sujets importants, mais alors celui-là, c'est un sujet majeur et clairement, au sens large, hein, les urgentistes centres hospitaliers, les médecins réanimateurs ou urgentistes qui reçoivent les patients, on n'est pas optimal, hein. Il y a encore des décès sur la table de scanner, il y a encore des décès après le scanner au bloc opératoire si on n'a pas fait l'effort de prendre en charge le patient correctement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut considérer. Vous savez qu'on a un taux de pneumothorax qui est élevé sur nos patients. Ici, c'est une série qu'on a faite il y a quelques années. On avait plus de 40% des traumas thoraciques qui avaient des pneumothorax, dont un sixième, hein, 18%, qui avait un pneumothorax sous tension. Donc c'est quelque chose qui est évidemment quelque chose de très important et qu'il faut mettre en avant avec un diagnostic qui est souvent difficile, hein. C'est pas facile de faire un diagnostic de pneumothorax, même sous tension, les signes sont assez complexes et donc il faut, malgré l'échographie, on va avoir des difficultés et donc il faut apprendre effectivement à décomprimer la plèvre. Décomprimer la plèvre, maintenant, il va falloir le dire, hein, c'est pas l'aiguille. Voilà. C'est pas l'aiguille. C'est vrai que c'était séduisant, c'était simple, ça fonctionne un peu, ça fonctionne le temps d'eux, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui est recommandé, c'est pas ce qui va fonctionner de manière pérenne. C'est pas non plus le drainage thoracique qui en soi est associé à pas mal de lésions, c'est la décompression pleurale. Alors, dans la littérature, on trouve beaucoup le concept de finger thoracostomie. Bon, c'est la dissection au doigt. Alors, c'est vrai qu'on met le doigt pour disséquer, mais ça fait mal de rentrer avec le doigt. Je vous conseille plutôt d'utiliser un instrument, hein, type cochère. Et on sait, il y a beaucoup de publications que l'aiguille, elle va pas être efficace, ou faiblement efficace, ou temporairement efficace. Et ça, c'est
publié, c'est expérimenté par, j'imagine, beaucoup d'entre vous. Et quand, bien sûr, il n'y a pas de pneumothorax ou le pneumothorax est modéré, ça crée de la lésion de mettre une aiguille. Et vous voyez, je vous ai mis un scanner de chez nous et un scanner publié. Il y a des poumons qui sont empalés par l'aiguille. C'est pas le bon abord pleural. Ça n'est pas le bon abord pleural. Le bon abord pleural, il est recommandé dans la conférence européenne qui est reprise sur le site de la SFMU. C'est la finger thoracostomie, donc la dissection chirurgicale. Et vous voyez que la décompression à l'aiguille, oui, elle est recommandée. Elle est recommandée pour les ambulanciers. C'est les conférences européennes, le concept de paramédics, ça s'applique pas forcément directement à la France, on peut longuement en discuter, mais en tout cas, elle n'est pas recommandée pour les médecins. Pour les médecins, ce qui est recommandé, c'est l'abord chirurgical, c'est l'abord safe, systématique vers la plèvre, on ouvre la plèvre, on décomprime. Et en faisant ça, ce qu'on a pris l'habitude de faire régulièrement depuis une dizaine d'années, on est très bien toléré sur le plan de l'approche thoracique, de la décompression thoracique. Il y a pas de lésion en dessous et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas les problèmes non plus que peuvent apporter le drainage thoracique qui, par le caractère mandriné du geste, va générer des lésions sous-jacentes, pulmonaires, intracardiaques, intrahépatique. Bon, toutes ces lésions, elles ont été énormément décrites. Je vous déconseille d'utiliser un drain en pré-hospitalier, il n'y a pas d'enjeu. Et je vous dis quelque chose d'important. Nous, on a quasiment arrêté de drainer les patients avant le scanner. Maintenant, on décomprime avec des sondes. Mais par contre, on ne met plus de drain, on mettra les drains après le scanner. Donc, vous voyez que l'utilisation du drainage thoracique, il est en train de s'éloigner de la phase immédiate et on est plutôt sur une phase de décompression. Ça, c'est important. Vous voyez, ce patient-là, il avait été décomprimé. Malheureusement, là, il n'y avait pas eu de maintien de la pleurostomie. Et donc, nous, ce qu'on propose dans ces cas-là, et c'est une dynamique qu'on a mis en place et qui fonctionne très très bien, c'est effectivement mettre des sondes à ballonner qui se rentrent facilement dans le trou qu'on vient de faire. Et vous voyez le scanner d'une sonde qui vient d'être mise sur un poumon qui, bien entendu, est très abîmé parce qu'il y a eu un blast pulmonaire. Et vous voyez, cette sonde, elle tient bien, elle sort pas et elle met en communication la plèvre. Le ballonnet, il est très doux et il n'est pas du tout traumatique. Je vous ai mis cette photo pour vous montrer sur le plan physiopathe comment ça fonctionne et je pense que tout le monde en est convaincu. Et ça, c'est un patient qu'on a drainé il y a quelques jours, avec effectivement un pneumothorax à l'admission. Bon, mon interne, il était bien. Il y avait une vidéo, mais je veux qu'elle fonctionne pas. Bon, je voulais vous montrer l'introduction de la sonde qui se fait assez bien. Et sur les patients en spontané, on utilise des valves Zemlich qu'on intègre de manière simple au niveau de la sonde. Ça permet finalement de décomprimer des patients même en spontané sans qu'on ait le problème d'air qui rentre dans la plèvre. Donc ça fonctionne très bien, ça se met en quelques secondes. Et ça permet effectivement d'être safe et pour le coup d'être vraiment efficace sur la décompression pleurale. Donc faisons-en un objectif. Nous, en tout cas, l'objectif sur les phases de déchocage et d'accueil des patients, on les fixe de manière très très claire. Et en pro-hospitalier, je pense également que la décompression, quand elle est justifiée, parce que retentissement hémodynamique, parce que arrêt cardiaque, ça a du sens. Et donc ça, en tout cas, nous, on est content de voir des patients décomprimés qui arrivent dans le déchocage. N'hésitez pas à le faire, c'est important parce que encore une fois, le nombre de revues, de recommandations, d'études qui expliquent qu'il y a beaucoup de morts évitables qui sont visibles sur les études autopsiques, bah, c'est effectivement navrant parce qu'on peut mourir d'une rupture d'aorte, mais on ne peut pas mourir d'un pneumothorax comme ça, c'est quand même regrettable. Et encore une fois, il y a des formations qui se mettent en place et qu'on va essayer de développer le plus possible pour pouvoir habituer les jeunes générations. C'est vrai que nous, comme on en fait beaucoup dans le service, au bout de quelques gestes, les gens sont très à l'aise et on sent une grosse habitude et il y a très 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 peu de complications. On est en train de faire une grande série sur 10 ans pour colliger la qualité de cette stratégie, mais en tout cas, ça c'est vraiment une piste qu'il faut étudier. Je vais pas en parler parce que ce sera plutôt le topo d'après et je suis pas régulateur, donc voilà, c'est plus ma vision statistique que j'avais envie de mettre en avant. La régulation, bah, vous le savez mieux que moi, c'est complexe et multifactoriel. Il y a quand même des dynamiques pour essayer de standardiser et de systématiser la réflexion autour de la régulation. Je pense que c'est des sujets que vous avez plus creusés que moi. Ici, c'est le travail d'un ami, Tobias Goss, qui, vous le savez, a pas mal travaillé dans la zone extréno pour standardiser avec des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, maintenant, c'est utilisé à toutes les sauces, ça fait bien. Ils vendent des formations de 48 heures à 2500 €. Bon, il n'empêche que ça fonctionne bien.
Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout un système de boîte noire ultra compliqué avec des trucs vraiment ingérables. C'est des systèmes qui considèrent un petit peu comme la régression logistique, mais de manière un peu plus avancée, l'ensemble des critères qu'on a envie de considérer. Donc, si notre objectif, c'est de prendre les critères qu'on considère comme valables, hein, j'entends les scores les gradings préhospitaliers, j'entends les orientations qui sont déterminées par le réseau, j'entends les règles d'orientation en fonction de la labellisation des centres, j'entends la disponibilité des hélicoptères, j'entends la disponibilité des axes routiers et la réflexion autour du temps. Bah, finalement, on peut avoir cette réflexion-là, et en tout cas, en utilisant des modèles de régression, alors c'est pas la régression logistique, c'est plus l'utilisation d'arbres décisionnels type Random Forest ou équivalent, les XGBoost, c'est des systèmes de régression un peu avancés. On a la possibilité d'avoir pas des décisions, hein, mais simplement des probabilités décisionnelles qui, tout simplement, s'appuient sur des règles qui ont été définies en amont. Donc moi, en tant qu'acteur dans un centre de niveau 1 et en tant qu'acteur du réseau, mon message, c'est de dire appuyons toutes les dynamiques qui sont favorables à la standardisation des stratégies qui ont été proposées. Et ça n'enlève pas le choix, bien sûr, du régulateur qui va être central dans tout ça, mais en tout cas, ça permet de pondérer et ça permet de renforcer une idée ou de temps en temps réorienter une idée. Donc, n'hésitons pas à se plonger là-dedans. Je pense que dans l'avenir, il faut avoir une réflexion dans l'investissement de ce type d'outils qui sont des outils vraiment décisifs. Par exemple, Tobias, dans l'utilisation de la cohorte parisienne, la trauma base, dans cette étude qui était une étude préliminaire, en utilisant des variables que vous connaissez tous, hein, qui sont des variables cliniques et situationnelles, a montré qu'effectivement, ce sont des modèles de régression qui sont terriblement précis et qui permettent d'orienter. Alors là, le projet l'endpoint principal était la prédiction d'un choc hémorragique. Ça peut être l'orientation vers un centre. Hein. Toutes les endpoints peuvent être définis, qu'ils soient organisationnels ou cliniques. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on soit acteurs, les acteurs du préhospitalier, les acteurs de l'intra-hospitalier, dans la construction de ce type de régulation. Et ça, c'est évidemment vous qui êtes au centre de ça, mais moi, en tout cas, je milite également pour ce type d'orientation. C'est pas très compliqué, c'est pas le troisième millénaire, c'est des modèles statistiques. Il faut juste qu'on implémente avec les bonnes variables, et les variables, on les a déjà. On les a déjà, ce sont les protocoles qu'on a définis, ce sont les règles géographiques que vous connaissez tous, ce sont les modalités de régulation et d'organisation dans la région sur les vecteurs préhospitaliers que vous connaissez bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher non plus midi à 14 heures. On peut faire des modèles ultra robustes pour prédire des orientations avec pas mal de solidité. Voilà, c'est mon avis et voilà, faut vraiment s'orienter là-dessus. Le registre, j'en dis un mot simplement parce que je sais qu'on est accompagné par l'ARS. On a la chance d'être porté par l'ARS avec le réseau depuis plusieurs années. Ce qui a été l'un des points centraux de l'engagement, c'est également la construction du registre, hein, qui est prêt. Il est monté, il est structuré. On est en train de valider avec Nicolas Bounot également la validation DPO et CNIL. Ce qui a été un petit peu bloquant à un moment donné, on va le voir, ce sont les éléments préhospitaliers, ce sont surtout les données support, mais là maintenant on a réglé les problèmes. Alors l'objectif du registre, c'est évidemment, alors sans faire concurrence à l'ORU, hein, puisqu'on va vraiment partager ces données avec eux, c'est d'avoir vraiment une cartographie de l'activité et des volumes d'engagement de chaque zone, hein, pour pouvoir effectivement comprendre les flux, comprendre l'intensité des besoins, comprendre les sites, et puis éventuellement identifier les zones de turbulence ou de dysrégulation qui sont peut-être dues à des problèmes de moyens ou des problèmes finalement de diffusion des messages ou parfois des problèmes d'acteurs qui jouent pas le jeu. Il y a des fois des centres qui refusent des patients alors qu'ils ne doivent pas, et ça c'est quelque chose pour lequel le réseau doit s'engager. On a identifié tous les vecteurs et les moyens qui sont présents qu'on pourra colliger de manière complètement lisible donc dans ce type de registre, et on pourra effectivement avoir ces éléments-là. Alors, ces éléments, ils sont bien sûr à disposition pour des analyses, que ce soit dans le cadre du réseau, que ce soit avec l'ORU, que ce soit évidemment pour l'ARS. Ce qui est important à préciser, c'est que
l'un des éléments qui va être central dans la cotation de ce registre, c'est l'utilisation des paramètres préhospitaliers. Xavier Bobia, Nicolas Bounot avaient travaillé sur une feuille préhospitalière qui a pas mal marché pendant quelques mois. Malheureusement ou heureusement, on a été impacté par le déploiement de Smurtab. Donc là, l'un des projets majeurs avec Smurtab, voilà, on est en train de travailler avec eux, c'est de pouvoir avoir une feuille qui soit pré-remplie et qui permette vraiment d'implémenter le registre pour pouvoir vraiment avoir des variables et que tout le monde dans la région et tous les acteurs puissent disposer de cet élément-là parce que c'est quelque chose de majeur pour pouvoir implémenter le réseau. Vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres qui vont concerner la phase préhospitalière parce que oui, c'est une chaîne de prise en charge et oui, chaque acteur est majeur et toute la phase préhospitalière est importante comme l'est bien sûr la phase intra-hospitalière. Très intra-hospitalière, même s'il y a des débouchés pré-hospitaliers. Alors là aussi, rien de nouveau peut-être, 1989, première publication, le REBOA, le ballon d'occlusion intra-aortique. Alors, le ballon d'occlusion intra-aortique, il est surtout revenu à la mode au milieu des années 2010, avec les équipes nord-américaines, les trauma surgeons nord-américains qui l'ont beaucoup utilisé beaucoup. Et la première publication, grosse publication, JAMA Surgery, c'est le grand trauma center de Baltimore, qui est le premier gros trauma center, et l'équipe de Thomas Calea qui avait montré qu'effectivement, sur des patients à choc hémorragique traumatique ou des arrêts cardiaques traumatiques intra-hospitaliers, l'utilisation de Reboa avait du sens et se faisait facilement avec des délais de pause et un taux d'échec qui était très très faible. Et la conclusion des auteurs qui sont des chirurgiens ultra engagés dans les thoracotomies de ressuscitation, c'est que le Reboa, ça fonctionne aussi bien qu'une thoracotomie de ressuscitation pour les lésions infradiaphragmatiques. Donc c'est une conclusion majeure qui derrière a engagé énormément de centres américains et l'ensemble des trauma surgeons dans le monde dans l'utilisation du Reboa de manière assez extensive, ce qui a permis de développer notamment des registres, notamment le registre aorta, qui est le registre nord-américain, avec cette grande publication dans également JAMA Surgery, avec un équivalent randomisé, c'était l'utilisation d'un propensity score pour comparer la thoracotomie de clampage avec le Reboa, avec une supériorité du Reboa pour les lésions infradiaphragmatiques, bien entendu. Donc, évidemment, c'était une conclusion qui était très, très, très intéressante et qui a permis le développement de la technique. Ce qui a refroidi un peu les acteurs depuis quelques mois, c'est un papier qui est également sorti dans la revue JAMA sur une possible surmortalité de l'utilisation du Reboa. C'est l'étude UK Reboa, qui est une étude anglo-saxonne, bien entendu. Utilisation intra-hospitalière du Reboa à l'admission. Et en fait, c'est pas une étude randomisée, c'est une étude randomisée, mais qui a utilisé un montage type analyse bayésienne. Donc c'est un petit peu différent d'une analyse statistique standard. Cette étude elle a été énormément critiquée parce qu'ils ont mal sélectionné les patients. Il y a moins de 50% des patients qui avaient une lésion hémorragique. Donc, en fait, ils sont plantés d'indications. Et surtout, les temps de prise en charge pour les patients qui saignaient, ils étaient très longs. 89 minutes en médiane, ce qui est considérable. Et ce qui fait penser à beaucoup de gens que c'était pas les bons patients et pas la bonne manière de gérer les patients. Et donc, je pense que l'une des grandes conclusions de cette étude, et il faut la garder comme une étude importante dans la construction de nos stratégies, c'est que un Reboa mal utilisé, oui, ça peut probablement aggraver la situation. Donc ça, c'est un message fort, c'est de se dire, oui, ça sauve beaucoup de vies le Reboa quand on le pose au bon patient et quand on perd pas de temps, mais si on commence à perdre du temps ou retarder nos prises en charge, et surtout si on le pose à n'importe qui, oui, forcément, ça va pas bien se passer. Et ça, je crois que c'est un message qu'il faut qu'on garde sans être paralysé par l'utilisation, parce que quand même l'utilisation elle se développe en France. Alors nous on a été avec l'équipe de Grenoble le premier centre à l'utiliser. Ça c'est une publication qui vient de sortir là, qui est une presse dans la revue de jury. Et c'est vrai que alors, nous on avait développé ça autour de l'utilisation de l'anesthésiste réanimateur. Grenoble était plutôt grâce au radio-embolisateurs. Ça s'utilise bien, ça se pose de manière assez rapide et ça permet surtout d'engager les moyens sur des saignements qui peuvent être de nombreuses origines. C'est la particularité des polytraumatisés, c'est qu'ils sont, en choc de beaucoup d'endroits et donc il faut choisir les intervenants. Les intervenants, ils peuvent être nombreux. On ne sait pas comme aux États-Unis où il y a un chirurgien, il part, il va faire le job. Là, il y a pas mal de chirurgiens à contacter. Selon la situation, il y en a qui vont pas se sentir concernés, donc il faut vraiment pouvoir choisir. Et le Reboa, il permet vraiment d'avoir cette prise en charge-là
pour autant qu'on l'utilise bien. Bien, c'est notamment sur les temps d'occlusion, et vous voyez que nous avons un protocole qui est très très strict, et notamment en zone 1, la zone diaphragmatique, hein, qui va induire une ischémie mésentérique. Il faut vraiment être dans l'heure, voire même dans les 45 premières minutes. Donc c'est des choses pour lesquelles on peut arriver facilement si on a un protocole qui est très strict, avec un taux de mortalité bien évidemment qui est élevé dans cette série, mais qui devient assez intéressant. Même sur les patients en arrêt cardiaque, vous voyez qu'on récupère 15% des patients, et sur les patients non en arrêt, bon, il y a un taux de mortalité qui est bien entendu élevé puisque c'est les patients les plus graves de notre cohorte, mais en tout cas, on a la possibilité d'aller au bloc et de prendre en charge les patients en opératoire avec le rébois et le dégonfler sur la vue chirurgicale, et le chirurgien peut identifier le saignement à ce moment-là. Les chirurgiens adorent faire des gestes en pérope dans ces conditions, et depuis quelques mois, on le développe également à la maternité sur les saignements, notamment sur les placentas mal insérés per creta. C'est des gestes qu'on fait de manière régulière. Cet outil il est également proposé en pré-hospitalier, vous le savez peut-être. Là, il y a une série qui est sortie dans JAMA Surgery il y a quelques mois. Alors, c'est une utilisation de gonflage partiel, le Pire-et-Bois, avec une efficacité sur les objectifs tensionnels qui était très intéressante. Pourquoi pas dans certaines indications, mais en tout cas, il faut rôder la filière, qui est énormément de réflexion sur les indications et le timing, parce qu'on l'a vu, ça peut être ultra délétère de dégainer un outil comme ça. Après, bien utilisé, bien pensé, et dans une vision de filière, ça peut avoir du sens. Il faut le construire. C'est des choses qui, à mon avis, feront l'objet de discussions les prochaines années. Et en tout cas, depuis quelques années, on avait la masterclass du réseau, on avait été formé plusieurs centres trauma centers régionaux et extra-régionaux. C'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, en tout cas pour la formation. C'est un geste technique qui est assez facile du moment qu'on arrive à avoir l'artère. Ce qui est difficile, c'est d'avoir l'artère en situation de choc ou d'arrêt. Une autre technique, une technique d'exception, mais qui est en fait en train de se généraliser, donc je voulais vous en dire un mot rapidement, c'est le clamshell. Alors le clamshell, c'est bien sûr quasiment utilisé que sur des traumas pénétrants de l'air cardiaque, parfois des traumas non pénétrants. Le problème du trauma pénétrant, c'est que ça donne des hémos péricardes qui sont souvent des galettes. Celui-ci n'était pas complètement, on avait pu le drainer par voie percutanée, mais en fait, la majorité des lésions péricardiques ce sont des galettes qui ne peuvent pas être drainées par voie percutanée, et donc les indications sont des indications chirurgicales, hein. Aussi parce que dans la plupart des cas, vous le voyez, 3/4 des cas, on a des lésions cardiaques qui vont justifier de la décompression chirurgicale. Et donc toutes les recommandations de Trauma Surgery internationales recommandent d'abord type clamshell depuis quelques années, hein. Donc c'est quelque chose qui est évident pour eux. Le clamshell, c'est ça, c'est un patient de notre service. C'est effectivement assez violent quand on l'a jamais vu, mais c'est quelque chose qui se fait très rapidement, hein. Les études montrent qu'en quelques minutes, les chirurgiens ouvrent le capot et arrivent à décomprimer. Donc bien sûr, l'indication, c'est l'arrêt cardiaque ou le patient en choc qui est sur le point de désamorcer, et donc c'est l'abord de référence. Le problème de ces abords, qui sont pas très difficiles à faire, c'est que la plupart des chirurgiens ne sont pas forcément formés à ça, mais c'est en train de se développer. On voit beaucoup de jeunes générations qui s'y intéressent. Et en tout cas, dans les recommandations, hein, qui sont maintenant bien codifiées, le clamshell, c'est ça. Un abord 5e espace intercostal bilatéralisé avec une ouverture sous le sternum. L'avantage, c'est qu'on n'ouvre pas le sternum. Donc ça fait gagner du temps au ciseau. Une ouverture du péricarde s'il y a une lésion péricardique à décomprimer. Une obturation des trous ou des cavités cardiaques avec le doigt, ou des sondes de Foley, éventuellement un clamp type Satinsky. Un massage cardiaque interne est possible. Un clampage si le saignement vient du poumon, avec soit un twist pulmonaire, soit un clampage du pédicule pulmonaire réalisé. Une compression est possible si les lésions sont plus hautes, notamment au niveau des vaisseaux sus-aortiques. Un clampage aortique peut être réalisé si la lésion est également abdominale, ou si on veut imposer une post-charge, et on peut également cannuler une fois qu'on a ouvert le capot. Donc ça, c'est des choses qui paraissent effectivement dingues. Je voudrais proposer ça il y a 5 ans, vous m'auriez dit, mais ça se fait pas en France. C'est en train de se développer de plus en plus, et nous, on a des kits, et il faut que vous sachiez que ça peut se faire bien entendu au bloc opératoire, mais la recommandation, c'est de faire de l'ER thoracotomie, donc c'est Emergency Room Thoracotomie. C'est des gestes qui se font en salle d'urgence, en salle d'admission, et aux États-Unis, et de plus en plus en France. Et nous, par exemple, dans notre déchocage, on a la boîte de clamshell avec le matériel spécifique. On en a fait 2 ou 3 avec 2 patients qui ont survécu, et des systèmes de récupération. Ça s'organise, hein. Ça se fait pas à l'arrache à 2h du matin comme ça parce qu'on a une bonne idée. Ça se construit avec les chirurgiens. Il faut un matériel spécifique, et il faut rôder avec eux la séquence et l'organisationnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et encore une fois, c'est un geste qui est assez rapide et qui est
recommandé sur le patient en arrêt cardiaque ou le patient en choc profond, qui a évidemment des critères de saignement thoracique ou de lésions péricardiques. Pour terminer, je vous parle rapidement de l'ECMO. Alors l'ECMO, c'est vraiment le trauma et l'ECMO, c'est la lune de miel, là, hein. Il y a 5 ans, les gens disaient non, non, mais on n'a pas d'expérience, c'est pas recommandé, c'est pas recommandable, laissons les patients mourir, en fait, laissons les patients mourir. En fait, depuis 5 ans, toutes les équipes se sont mis à l'ECMO dans le trauma, et ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est la meilleure des indications. Ici, c'est l'histoire d'une petite jeune de 17 ans qui s'est vautrée en scooter avec son compagnon sur l'avenue de Toulouse à Montpellier, bah oui, elle est arrivée en choc majeur, choc circulatoire parce que choc hémorragique sur la rate, trauma crânien avec un Glasgow bas et inventilable. Inventilable. Donc dans ce contexte de choc majeur, ils partent au bloc opératoire. On peut discuter d'une autre séquence, mais le clinicien qui a signé le papier l'a amené au bloc. Dans ces conditions, les chirurgiens ont fait une spectomie immédiate et il m'appelle, il était en salle. On a activé l'astreinte pour monter l'ECMO, et donc on l'a branché à 1h30 de prise en charge, sans héparine bien entendu, vu le trauma crânien, vu le choc hémorragique. En fait, ça fonctionne très très bien. Cette petite, elle était stabilisée en 12 heures. On l'a réveillée au bout de 3-4 jours et finalement, le poumon, il a complètement cicatrisé. Elle a été sevrée d'ECMO au bout d'une dizaine de jours et complètement sortie de réa au bout d'un mois. Elle est revenue nous voir après. Elle va très très bien. Et on a une jeune de 15 ans qu'on a branchée hier, à peu près dans la même situation clinique, à H 12 H24 de prise en charge. Donc, c'est une situation qui est récurrente. Et c'est récurrente sur les indications ventilatoires, hein, toutes les indications notamment thoraciques et de lésions thoraciques, mais également les prises en charge périopératoire, hein, ce qu'on appelle le Extended Damage Control Surgery, où en situation de mutilation vasculaire, on va proposer des shunts, des bypass, et c'est proposé sur la greffe hépatique, c'est proposé également dans le trauma, vous le voyez, dans cette revue de J-trauma, et c'est bien sûr aussi l'indication de la stabilisation circulatoire, donc l'ECMO VA, soit parce que le patient est en choc en défense multiviscérale, soit parce que le patient est en arrêt cardiaque. Vous voyez notre protocole ici qui reprend à peu près les mêmes indications dans le sens inverse. Mais donc c'est quelque chose qui est évident et qui s'utilise très très bien. Donc c'est vraiment une indication reine. Ne vous limitez pas, s'il vous plaît. Et quant à l'ICPR, il y a quelques années, on disait non, mais dans le trauma, ça n'a pas de sens de brancher des patients en arrêt cardiaque réfractaire. Bien entendu que ça a du sens. Alors c'est vrai que toutes les études qui ont été réalisées, elles ont été réalisées sur des patients en arrêt médical. Bon, bah voilà, et ça a montré une plus-value considérable de l'ICPR quand les critères sont présents et que les délais de prise en charge sont acceptables. Mais dans le trauma, ça a du sens de faire d'une ECMO. Sur les lésions thoraciques, par exemple, ici, c'est une série coréenne où les patients, le centre n'avait pas de chirurgien cardiaque, ils mettent ECMO première sur les patients en arrêt cardiaque avec lésion de l'air cardiaque, et ensuite ils font la chirurgie cardiaque seconde, donc ça se fait très bien. Et sur les patients en arrêt de manière indéterminée ou en situation de choc hémorragique, ce qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la perfusion sélective de l'arche aortique. C'est des systèmes d'ECMO qui sont montés au niveau thoracique pour envoyer du sang oxygéné. Et ça permet, alors il y a 2 techniques, soit par l'utilisation d'un rébois, soit par un abord direct, peu importe la technique, mais en tout cas, quand on regarde les modèles, donc bon, il y a des dispositifs qui ressemblent à des machines d'ECMO ou des machines d'ECMO, les deux fonctionnent. Et quand on regarde, par exemple, sur un modèle murin de choc hémorragique abdominal, si on met un rébois seul, bah, dès qu'on dégonfle le rébois, toutes les souris meurent. Et si on met un rébois et qu'on transfuse du sang oxygéné avec un débit, donc une perfusion d'ECMO oxygénée, on a finalement une survie de la plupart des souris. Et donc les arguments des auteurs, c'est que même en situation de choc hémorragique, ce qu'on pensait être une contre-indication totale, en fait non, ça a du sens si on raisonne sur l'ensemble du montage, incluant un rébois. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui est en train de nous faire migrer dans nos stratégies, et ce qui pour nous, et ce qui pour toute la communauté scientifique était une contre-indication il y a encore quelques années, est devenu une indication intéressante. Et si les lésions étaient neurologiques ou si par malheur la prise en charge se passe pas comme prévu, c'est dommageable, mais il faut quand même comprendre que, et là je prends ma casquette du co-transplant au CHU de Montpellier et de pilote du projet Maastricht 3, il faut comprendre que évidemment c'est des patients qui, comme les patients traumatisés crâniens qui passent en mort cérébrale, sont des très bons candidats au don, et il y a de nombreuses études qui montrent maintenant que l'ICPR a un intérêt très
développer pour augmenter le nombre de poules de donneurs et augmenter le nombre de greffes dans notre pays. Alors, si ce n'est pas une série française, mais en tout cas, c'est bien démontré et maintenant, ça fait partie des stratégies qu'on propose, bien entendu. Donc, ne vous limitez pas à la simple étiquette trauma, même si la situation semble désespérée, il y a de nombreuses indications qui sont intéressantes et donc c'est important de vous rapprocher des filières qui font des CPR pour autant qu'on soit dans des délais acceptables. Et j'ai terminé en vous montrant simplement une photo et vous l'avez déjà vu. La formation du réseau, c'est on essaye de mobiliser beaucoup d'acteurs pour pouvoir proposer des masterclass. Alors ici, c'est l'antenne Est, c'est l'antenne Montpellier-Rennes, mais on a aussi des formations bien entendu à Toulouse qui sont proposées, la pédiatrie, les techniques de déchocage, les techniques de pleurostomie, le rébois. Bon, il y a d'autres techniques, d'autres formations. Et également, il faut en être très, très fier. On a un très beau DU inter-universitaire, un DIU qui associe toutes les facs de la région et tous les acteurs, parce qu'on a vraiment voulu être large, et également des intervenants nationaux et qui est très, très, très valorisé, qui est plein chaque année. On a vraiment des listes d'attente. Les gens adorent. Et on a également lancé cette année, et c'est également quelque chose pour lequel il faut être fier, un DU paramédical qui est l'un des seuls DU français, pour lequel là également, on a beaucoup travaillé avec Xavier. Alors pour l'instant, ce DU, il est très orienté à l'Est parce qu'on voulait faire simple, mais on a le projet bien entendu également de le déployer à l'échelle de la région et d'en faire un DIU avec nos amis de Toulouse, et on travaille beaucoup pour ça. Et donc on a avec une option pré-hospitalier, une option intra-hospitalier pour les équipes paramédicales, avec vraiment un collège là aussi scientifique qui nous permettent de poser des messages reconnus, avec la capacité de faire des stages d'immersion, des choses comme ça, et bien sûr des phases de simulation. Donc tout ça, ça se développe dans la région et il faut qu'on soit tous ensemble acteurs de ces dynamiques, et c'est ce pourquoi je milite. Je vous remercie. Est-ce que j'ai tenu les délais? Merci. Alors, une minute tu avais deux. Merci à toi, on va enchaîner et faire les questions après. Tu avais deux challenges, celui de respecter les délais, c'est bon. Celui de respecter le sujet qu'on t'a donné, bah, t'as perdu. C'est pas grave. Donc maintenant, on va donner la parole à quelqu'un qui a la légitimité de parler préhospitalier, qui est le docteur François-Xavier Ageron, qui est médecin urgentiste à Lausanne. Alors toi, ton challenge, je vais t'en donner un différent. Et tu parles devant le directeur général de l'ARS de chez nous, donc c'est hyper important. Toi, son challenge, c'est essayer de faire qu'à la fin de ta présentation, les médecins ne se barrent pas tous pour aller travailler à Lausanne. Donc, merci à toi de... Parce qu'on recrute, mais... Ouais, voilà, ben, évidemment, tu fais exactement l'inverse de ce que je te demande. Donc, merci à toi de venir nous échanger sur le problème, le gros challenge de l'orientation préhospitalière des patients traumatisés graves. Bonjour à tous, merci Xavier pour cette introduction, et puis merci à tous pour votre invitation. Je suis ravi d'être là et puis de voir une salle aussi remplie avec une dynamique de réseau et d'ORU que vous avez, et ça je suis toujours admiratif de pouvoir observer ça. Alors moi je vais vous parler un peu les autres challenges qu'on m'a fixés, c'était justement d'essayer de cibler ces problématiques de l'orientation préhospitalière des patients traumatisés sévères. Puis là, je vous parlerai à un double titre, celui d'avoir été pendant des années le coordinateur du traîneau, et puis maintenant d'avoir pris un peu de recul par rapport à ça, de travailler à l'étranger, puis d'avoir une vision un petit peu différente, et ce qui permet aussi de réanalyser les choses et puis de voir les choses un petit peu différemment. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie. J'en ai un peu plus avec différents groupes de recherche, notamment en Angleterre, et puis aussi le fait d'avoir développé une plateforme de FOAMed, de Free Open Access Education en langue francophone qui s'appelle les bruits du déchoc, avec différents podcasts, souvent un peu sur le sujet. Je fais un peu de pub en même temps. Au niveau de l'introduction, ici, je vais juste reprendre très rapidement. Alors, je vais pas vous parler forcément beaucoup de ce qu'on a fait au niveau du traîneau, mais pour resituer un petit peu le contexte à ce niveau-là. En 2001, on crée le réseau nord-alpin des urgences, à la même année que la création, il me semble, je crois, de l'ORU Midi-Pyrénées, où on choisit pas de développer un observatoire, mais plus de travailler sur les aspects filières de soins, avec la mise en place initialement d'une filière STEMI, puis progressivement, on a étendu un peu à l'arrêt cardiaque,
aux AVC. Et puis, en 2009, la mise en place de la filière trauma. Alors, on a beaucoup discuté. Les premières réunions pour la mise en place d'une filière trauma, c'était fin 2006. Et puis, on arrive à un système pour lequel on lance cette façon opérationnelle au 1er janvier 2009, avec les caractéristiques que vous connaissez, qui sont à la fois le grading préhospitalier ABCD, une procédure d'orientation, une classification des centres, et puis un registre d'évaluation, avec toute une première phase de 2009 jusqu'à 2012, où c'est une phase d'implémentation qui a un fonctionnement qui est là, mais surtout à partir de 2012, une phase de consolidation où on a un système qui se développe de plus en plus. Alors, ce que j'ai envie vraiment de vous parler aujourd'hui, c'est d'essayer de reprendre un peu les différentes phases et puis de revoir avec vous quels sont les challenges qui font face à vous et que vous devez aujourd'hui prendre en charge pour pouvoir arriver à un fonctionnement qui soit adapté à ce niveau-là. C'est déjà le premier point, c'est l'identification de ces patients traumatisés sévères, les aspects orientation, transport, on en discutera un peu plus rapidement, puis la coordination, ça c'est un point aussi qui est majeur à ce niveau-là. Puis j'essaierai d'ouvrir un petit peu aussi sur des futurs possibles et l'intégration notamment de l'intelligence artificielle. Alors, vous faites face à un challenge en préhospitalier qui est énorme, qui est le fait de se dire il faut que vous orientez, que vous identifiez les patients qui sont sévères avec finalement très peu de temps et des informations très limitées. Et ce qui est une complexité majeure, c'est comment on fait avec finalement, pour avoir une évaluation qui soit fiable, avec finalement des données qui ne le sont pas. Et ça c'est une gravité, c'est une problématique majeure auquel vous devez faire face. Et pour ça, il faut s'aider de différents outils. Alors, pas la boule de cristal, ça marche pas forcément bien, mais d'essayer d'utiliser les différentes datas qu'on a au niveau des registres afin d'identifier les facteurs de risque qui sont associés à la mortalité pour se dire, ce patient-là, il va avoir probablement une mortalité plus importante et c'est lui sur lequel je dois avoir un peu plus d'attention à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qui est repris, ces facteurs-là, dans les différentes procédures d'identification, les différentes grilles de tri. Alors, il y en a plein, je vous en ai mis quelques-unes ici, les grilles américaines, australiennes, anglaises, autres. Finalement, chaque système a son propre système de tri et ses propres critères à ce niveau-là. Mais si vous regardez bien en détail, c'est à peu près les mêmes critères qui sont utilisés chez les uns et chez les autres, parce que finalement, la littérature sur le sujet, elle n'est pas extensible. Il n'y a pas énormément finalement de publications là-dessus. Et donc, on a repris tous à peu près les mêmes choses. Une des caractéristiques du choix que vous avez fait, puis de celui qui est maintenant qui est en train de s'imposer au niveau national, c'est d'avoir ce grading préhospitalier avec les grades A, B et C, pour lequel vous avez même choisi d'adapter, d'apporter des précisions. Ça, je pense que c'est un point qui est important à souligner, parce qu'on doit s'approprier les procédures. Vous devez vous approprier ces procédures-là afin de les faire vivre et afin de les faire fonctionner de façon correcte. Mais il y a un point qui est, à mon avis, essentiel et qui probablement fait un peu le succès de ce système-là, c'est de se dire, finalement, ce grading-là, il va être utilisé pour faire de la stratification du risque. C'est que autant toutes les autres procédures que je vous ai montrées, notamment la procédure américaine, elle reste très binaire, très dichotomique. C'est j'amène au trauma center ou j'amène pas au trauma center. Et finalement, quand on regarde en termes de biologie, de physiologie, les variables dichotomiques, ça n'existe pas. Il y a jamais des choses qui sont noires ou blancs. Finalement, j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est une variable qui est totalement continue. Et puis souvent, c'est une variable qui d'ailleurs est pas linéaire, mais qui est plutôt avec des variables à ce niveau-là. Et je pense que la grande originalité de ce travail-là, c'est d'avoir essayé d'avoir une classification qui va avoir une stratification du risque. Des patients à haut risque, des patients à risque intermédiaire, des patients à bas risque. Et ça, ces critères-là, on l'a repris finalement directement de la conférence de Vittel en 2002, qui avait déjà un peu posé ces bases-là. Et puis, on s'est dit, ça, c'est quelque chose d'intelligent, parce qu'on va avoir un triage qui peut-être va être un peu plus subtil que celui qui est pratiqué dans différents endroits.
Alors, est-ce qu'il est vraiment efficace? Alors là, je vous présente une méta-analyse italienne. Le ministère de la Santé italien a décidé d'avoir des critères de tri, de reprendre toutes les filières trauma en Italie. Et puis, ils ont demandé à leur service d'épidémio, de santé publique, de se dire, bah, trouvez-moi les critères de tri aujourd'hui en préhospitalier pour la filière trauma qui sont les plus adaptés. Alors, ils se sont dit, bah, très bien, on va faire une méta-analyse, on va regarder tout ce qui existe au niveau international, puis on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc, ils ont repris, vous voyez, là, je vous ai mis un peu les différents scores, échelles de tri, algorithmes différents. Et dedans, il y a l'algorithme ABCD du traîneau que que vous utilisez maintenant. Et finalement, à notre grande surprise, nous qui pensions avoir fait quelque chose d'un peu plus local, et ben finalement ils disent c'est finalement une des échelles qui marche le mieux avec le système américain de triage. Alors on n'est pas surpris que les deux soient finalement aussi efficaces puisqu'on a à peu près les mêmes systèmes de tri à ce niveau-là, sauf qu'on a cette classification en différents niveaux qui va permettre une certaine stratification. Donc ça c'était plutôt quelque chose d'intéressant puis d'assez surprenant de voir que ils avaient pu faire une méta-analyse là-dessus, puis qui mettait en avant finalement ce système ABCD comme étant un système qui était particulièrement efficace. Mais là où ils ont repris les différentes publications sur le sujet, ils ont repris aussi nos publications qui forcément étaient adaptées à notre système et qui montraient une bonne efficacité. Là où ils ont été beaucoup plus malins, et ça c'est le trauma système de Lombardie avec le Trauma Center à Milan, ils se sont dit, bon ok, le ministère nous dit il faut utiliser soit le truc américain, soit le truc traîneau. Est-ce que finalement dans notre système ça marche vraiment? Donc c'est une vraie validation externe. Puis ils ont fait une étude prospective où ils ont comparé le triage avec le schéma américain de l'American College of Surgeons avec ce grading ABCD. Et là où c'est assez intéressant, c'est quand on voit les niveaux de performance à ce niveau-là, et notamment ce qu'on appelle le Landor triage, ce qui correspond à la sensibilité, c'est le nombre de patients qu'on a considérés comme étant des patients légers qui finalement étaient des patients qui étaient sévères, ce qu'on a envie d'éviter à tout prix, en fait. Et le système américain, il a un Landor triage qui est extrêmement bas, à peine 1%, donc qui est super sensible, alors que le système ABCD, il est un peu moins bon à ce niveau-là. Il y a un peu plus d'Landor triage, mais vous voyez, c'est 3,9%, donc ça reste encore acceptable par rapport à la limite des 5% qu'on se fixe à ce niveau-là. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est sur l'over-triage, c'est-à-dire sur le nombre de patients qu'on a considérés comme étant des patients sévères et qui au final ne le sont pas, qui ont des lésions tout à fait bénignes et pour lesquelles elles vont saturer les ressources spécialisées à ce niveau-là. Et là, le système américain, il montre 59% d'over-triage, qui est extrêmement important. Ça veut dire que vous allez avoir un bon nombre de patients admis dans les déchocages qui finalement ne vont pas avoir des lésions sévères au final, alors que le système ABCD il permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus spécifique avec 23% d'over-triage. Et puis, les auteurs de cette étude, ils concluent par le fait de se dire, finalement, dans un système médicalisé préhospitalier, vous avez une expertise importante, la vôtre, de médecins préhospitaliers, ça va être beaucoup plus intéressant d'utiliser cette échelle-là parce qu'elle va être plus spécifique et que vous allez rattraper un peu le manque de sensibilité à ce niveau-là par votre expertise de vous sur le terrain. Et que finalement, nos échelles, on va les construire en fonction de notre système de soins à nous. Et puis, on voit bien qu'aux États-Unis, où il y a un système d'expertise préhospitalière qui est assez pauvre, ils essayent d'être le plus sensible possible, quitte à avoir un over-triage important, alors que dans un système où on a une expertise préhospitalière plus importante, on peut se permettre d'avoir des niveaux de spécificité qui vont être plus importants. Et ça, je pense que c'est un point qui est essentiel et je pense que c'est un point sur lequel il faut tous, et en tout cas au niveau des directeurs de réseau, d'ORU et autres, de réfléchir à son propre système de soins. Le système européen, il est dans sa majeure partie un système qui est médicalisé en préhospitalier. Alors puis on a souvent tendance à dire, puis les Français aiment beaucoup dire que tout ce qu'on fait c'est extraordinaire, c'est unique et que personne ne fait exactement la même chose, ce qui est rarement le cas en fait, puisqu'on voit qu'il y a souvent une homogénéité des pratiques au niveau européen, mais
Par contre, effectivement, au niveau du système de santé, du système de soins préhospitaliers, on voit quand même qu'il y a certaines différences par rapport au modèle européen. Et je trouve que c'est intéressant d'essayer de réfléchir par rapport à son propre système de soins, par rapport où sont placés les niveaux d'expertise en préhospitalier, afin de pouvoir finalement adapter, finaliser finalement nos critères de tri par rapport à notre propre système. Puis quand on voit le système américain où à la régulation des appels, vous avez des techniciens qui utilisent des logiciels avec des mots-clés et autres, où là, vous avez un niveau d'expertise qui est pas très important, avec des paramédics qui sont pas toujours avancés aux États-Unis. En milieu rural, c'est souvent un niveau très, très basique. Donc, vous avez finalement un niveau d'expertise préhospitalier qui est extrêmement faible. Et donc, ce qui peut comprendre l'utilisation de critères de tri qui sont beaucoup plus sensibles afin d'éviter de louper des patients sévères. Alors que dans le système européen, vous allez avoir un système plus avancé au niveau de la prise d'appel, qui n'est pas forcément un système médicalisé. Il y a assez rarement finalement de médecins dans les régulations. Je crois qu'à part en France, il n'y a pas d'autres systèmes qui utilisent une régulation médicalisée. Mais par contre, vous allez avoir une différence beaucoup plus importante sur le système du premier échelon d'effecteurs préhospitaliers, avec en France un niveau basic life support premier échelon qui est souvent extrêmement faible en termes d'expertise, puisque finalement la plupart du temps ça va être des pompiers qui vont effectuer le travail, qui sont là normalement pour être les soldats du feu, qui ne sont pas des effecteurs sanitaires, qui n'ont pas de formation sanitaire spécifique, alors que dans les autres pays européens, vous avez souvent des paramédics avancés qui, par exemple en Suisse, ils ont 4 années d'études pour être paramédics, ils sont capables de faire pas mal de gestes à ce niveau-là. Et ce qui explique aussi que après on a une médicalisation préhospitalière qui est un peu différente. C'est qu'en France, on est obligé d'avoir des SMUR partout qui font énormément de sorties parce que vous n'avez pas le socle initial d'une expertise du premier échelon, alors que dans les autres pays, vous avez plutôt des effecteurs type hélicoptère qui vont intervenir que dans certains cas spécifiques à ce niveau-là. Et lorsque vous avez cette réflexion sur les différents niveaux d'expertise, ça vous permet de vous dire où est-ce qu'il faut que j'ai des moyens de façon importante. Et puis, probablement là où il y a beaucoup de choses à faire, c'est au niveau de la régulation médicale. Puisque vous allez avoir un premier échelon qui va être possiblement défaillant au niveau de la reconnaissance, vous devez avoir une régulation qui soit extrêmement forte à ce niveau-là et qui puisse utiliser des outils, puis qui puisse avoir une prise de décision de façon importante si vous voulez avoir un système qui ensuite qui est important. Et donc, l'important du choix de vos critères de tri, il doit intégrer complètement ces aspects de comment mon système fonctionne, parce que vous n'arriverez pas à changer un système de soins. Le système de soins, il s'est construit sur des historiques, sur des choix politiques à un moment donné, puis ça ne se change pas. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est intégrer dans vos pratiques, dans vos éléments, cette réflexion-là et de se dire, voilà ce qui est important, nous, aujourd'hui, à développer à ce niveau-là. Un deuxième point, à mon sens, qui est aussi majeur en termes de décision au niveau de l'orientation préhospitalière, c'est d'essayer de comprendre comment nos critères de tri, ils ont été développés. Ils ont été développés en utilisant la mortalité globale des patients, souvent sur des séries un petit peu historiques où il y avait une mortalité à 30 jours. Et quand je vous disais la vie, c'est pas une variable dichotomique, il y a peut-être que la mort qui est une variable dichotomique, mais en fait, quand on y regarde bien, dans le décès traumatique, c'est pas du tout une variable dichotomique. C'est un outcome composite qui est fait de différents éléments. Vous allez avoir les décès précoces, qui sont la plupart du temps hémorragiques, les décès par traumatisme crânien, qui surviennent les 24 premières heures, les 48 premières heures, puis ensuite tout ce qui est des décès tardifs, infections, événements thromboemboliques, complications de réanimation et autres. Et finalement, ce qui va nous intéresser, nous, dans cette phase préhospitalière initiale, c'est de cibler vraiment les patients qui ont cette mortalité immédiate. Et pas forcément ceux qui vont avoir un décès tardif, parce que vous pouvez très bien imaginer de transporter votre patient initialement dans un centre qui n'a pas forcément énormément de ressources, mais pouvoir avoir une évaluation, un bilan secondaire, et ensuite le transférer secondairement, là où il aura des soins adaptés, puis éviter une mortalité un peu tardive. Mais la période initiale, elle est majeure. Et nos critères de tri qu'on utilise au jour d'aujourd'hui, ils sont plutôt de façon
globale et puis centrée sur cette mortalité totale. Et ça peut être intéressant d'utiliser des modèles plus spécifiques afin d'identifier les patients à risque hémorragique, notamment un modèle qu'on avait publié il y a quelques années, qu'on avait comparé à d'autres éléments et qui montre une bonne discrimination du patient qui présente un risque hémorragique important, de pouvoir stratifier aussi ce risque et puis dès le préhospitalier d'avoir une anticipation des besoins, de mettre en alerte une équipe chirurgicale pour faire du damage control, essayer de commencer déjà à activer un protocole de transfusion massive. Et ça, en plus du grading ABCD, ça peut être aussi intéressant. Je développe pas plus ce point-là. Sur la partie orientation, transport des patients, c'est sûr que vous devez faire face finalement avec les ressources qui sont existantes. Ça va être compliqué, surtout dans la situation actuelle, d'avoir une augmentation des différentes ressources. Vous devez aussi intégrer les aspects géographie, les aspects démographie, et puis avoir aussi toutes les bonnes volontés qui fonctionnent. Et ça, c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui. Alors au niveau des centres, je vais passer assez vite là-dessus. Ils sont classifiés. Vous avez intégré tous ces éléments-là, ces éléments géographiques. Qu'est-ce qui était important? Que tel centre puisse effectivement jouer ce rôle-là parce qu'il a une distance importante par rapport aux différents trauma centers. Puis ça, vous l'avez fait extrêmement bien dans vos différentes classifications à ce niveau-là. Mais là où il y a plus un challenge et là où il faut intégrer un petit peu les choses, c'est cet aspect de démographie. Déjà, démographie de la population, de la densité, mais aussi démographie médicale. Moi, je serais un petit peu moins optimiste que votre directeur général de l'ARS sur ce point-là, qui vous dit vous allez avoir des effectifs qui vont arriver. Je pense qu'on oublie quelque chose de façon importante, c'est la volonté des jeunes médecins aujourd'hui. Elle est plus du tout la même que ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. Et quand on fait des sondages, c'est ce qu'on a fait au niveau de notre université à Lausanne, des étudiants en médecine, on leur dit qu'est-ce que vous allez faire plus tard quand vous serez grand? Donc ils sont déjà en 3e, 4e année de médecine. Il y en a 60% qui se demandent s'ils vont exercer la médecine. Et ça, il faut qu'on l'intègre dans notre réflexion. Les pratiques sont plus les mêmes. Le métier est devenu pénible, beaucoup plus pénible qu'il y était quand on a commencé il y a 20 ou 25 ans. Les gens ont envie d'autre chose et il va falloir qu'on ait une réflexion complètement différente par rapport à la démographie médicale qu'uniquement sur des chiffres. En disant on va former tant de médecins et puis ça se passera bien à ce niveau-là. Je pense qu'il faut qu'on intègre tous ces éléments-là afin de pouvoir avoir des effectifs médicaux qui soient suffisants pour prendre en charge les patients. Et puis sur les aspects de démographie, alors Jonathan a bien parlé, je ne vais pas développer ces points-là, mais les aspects de simulation sont importants. D'intégrer vos différents CESU au niveau départemental, c'est hyper important afin d'avoir des simulations, des simulations multidisciplinaires afin d'intégrer tout le monde à ce niveau-là. Sur les équipes de territoire, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, notamment avec la saisonnalité de votre activité, l'hiver plus à la montagne, l'été plus à la mer. Ça, je ne vais pas redévelopper là-dessus, mais ce qui est important, c'est d'essayer d'innover, de trouver des solutions qui vont être importantes. Et puis, quand on voit un peu le système aujourd'hui français de fonctionnement du préhospitalier, je pense que la régulation, elle a un rôle majeur à ce niveau-là. Et d'essayer de trouver différents outils pour adapter ces pratiques-là, peut-être utiliser plus d'intelligence artificielle pour simplifier les tâches des différents régulateurs à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément leur enlever une prise de décision, mais c'est de les aider à ce niveau-là à remplir leurs différentes missions avec toujours des volumes qui sont importants. Les aspects leadership au déchocage, moi, il me semble aussi assez important. Vous savez, le modèle français des trauma centers, c'est un leadership qui est avec l'anesthésie-réanimation de façon exclusive, parce que le fonctionnement se fait comme ça, parce que c'est là où il y a le niveau d'expertise important. Mais si on veut aussi avoir des niveaux d'expertise dans différents centres hospitaliers, probablement qu'il faut beaucoup plus intégrer un leadership avec des médecins urgentistes. Là, je prêche pour ma propre paroisse, mais c'est ce qu'on fait sur le CHU à Lausanne. Le trauma leader, c'est un médecin urgentiste. Les anesthésistes, ils sont là pour nous assister, ils sont là pour faire les aspects très techniques de la prise en charge du patient, mais dans la prise de décision et dans le rôle de chef d'orchestre global d'un trauma leader, c'est le médecin urgentiste qui est en première ligne. Et ça permet aussi, lorsqu'on a
tous nos médecins qui sont en formation, qui viennent au centre universitaire, ils passent tous un moment comme trauma leader. Puis après, quand ils vont exercer dans des centres plus en périphérie, où là, il n'y a pas le même plateau technique, où il n'y a pas tout ce niveau d'expertise avec l'anesthésie-réanimation, ça permet d'avoir des gens qui sont bien formés et qui peuvent faire le travail sur le terrain, et ça aide un petit peu tout le monde. Au niveau des transports préhospitaliers, c'est sûr qu'il y a la réflexion des systèmes héliportés, un travail qu'on avait fait sur le traîneau il y a quelques années. On avait montré que l'hélicoptère permettait de diminuer la mortalité des patients traumatisés sévères. Ce n'est pas l'hélicoptère en soi qui a un intérêt, mais c'est un moyen, c'est un vecteur qui permet de faire un transport longue distance de patients. La plupart d'entre vous, vous connaissez bien les procédures, vous savez ce qu'il faut faire pour la prise en charge d'un patient qui est polytraumatisé, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, dans certains cas, vous êtes dans une impasse complète, vous savez que votre patient, il devrait aller dans un trauma center, mais vous allez avoir 1h30, 2 heures de route, et vous n'allez pas pouvoir le faire en pratique parce que ça va être beaucoup trop long. L'hélicoptère, il va vous aider afin que les critères de tri puissent être respectés et d'amener le patient au bon endroit. Et c'est ça qui est important. Et là, il y a encore un rôle majeur et central de la régulation médicale, parce que dans cette étude, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'on diminuait la mortalité, mais uniquement quand un hélicoptère était déclenché comme premier effecteur, dès l'appel à la régulation. Lorsqu'il intervient en deuxième échelon, en renfort, finalement, le bénéfice, il disparaît à ce niveau-là, et on n'a plus de bénéfice en termes de mortalité. Les aspects réseau, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Ça, je peux que vous encourager à faire ça. C'est vraiment le fait de créer du lien entre vous, de discuter les uns avec les autres, de vous connaître. Ça améliore énormément de choses. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais finalement, c'est presque la partie la plus importante du travail de réseau, c'est de vous voir, c'est de discuter entre vous et de vous connaître. Sur les aspects coordination, adaptation du système, ça j'irai beaucoup plus vite. Jonathan a déjà parlé de l'importance d'avoir un registre pour faire du benchmarking, pour avoir ces éléments-là. C'est sûr que c'est coûteux d'avoir un registre, mais c'est essentiel. Ça vous permet de tirer des leçons de ce que vous avez fait et puis de pouvoir adapter les différentes choses. Alors c'est vrai que c'est un coût. Si vous arrivez à avoir des financements, c'est vraiment bien. Mais maintenant, on a effectivement l'intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider à collecter les différentes données à moindre frais. Alors, je suis un peu moins enthousiaste que toi, Jonathan, sur les aspects finalement de l'intelligence artificielle en termes d'IA prédictive. Et puis là, je représente la même étude que tu as présentée de Tobias à ce niveau-là, où effectivement, on a l'impression qu'il y a une prédiction un peu meilleure avec les modèles type XGBoost ou Random Forest, mais finalement, c'est pas beaucoup supérieur au modèle de régression classique. Et que finalement, cette IA prédictive qui nous est vendue comme quelque chose d'incroyable, aujourd'hui, elle souffre beaucoup à la fois de data fiable pour la mettre en place, et aussi, elle souffre beaucoup de modèles non supervisés. Puis, vous savez que derrière des variables, il faut pouvoir regarder les différentes interactions, et c'est souvent un peu ce qui va pêcher sur ces modèles-là, avec beaucoup d'overfitting. Par contre, ce que je trouve plus intéressant, c'est l'IA générative. C'est de se dire, on peut enregistrer une communication à la régulation médicale, et puis l'IA va ressortir, va faire une synthèse globale de toute la conversation à ce niveau-là, et puis vous mettre en évidence les différents facteurs de risque, les différents critères de tri, afin de vous faire gagner un temps précieux. Puis ça peut être fait aussi par l'ARM initialement, qui ensuite doit vous présenter les éléments au médecin régulateur, qui va prendre la décision, lui, adaptée à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, et essayer d'innover. Je termine en vous disant que sur les aspects identification des traumatisés sévères et puis les aspects orientation, finalement, tout dépend du contexte. Il n'y a pas une seule vérité, mais il y a des vérités multiples, et qu'il faut que vous ayez cette réflexion sur comment fonctionne votre système et comment je peux adapter ces éléments-là au système. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, FX. Alors, je vous propose, vous savez que la dernière partie, une partie un peu table ronde, que le temps que Nicolas s'installe, si vous avez des questions, des remarques, des questions aux deux orateurs, hop, Fabien,
Je t'amène le micro. Je fais monsieur loyal. Tiens. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Je suis Fabien Coetti, je bosse à Nîmes. Et je me pose une question plutôt pour le docteur Ageron. La vraie problématique qu'on peut avoir, et vous en parliez très bien, c'est sur le fait d'envoyer, pas envoyer un SMUR. Actuellement, on se base encore sur les critères de Vittel. Est-ce qu'on n'a pas des choses un peu plus précises? Est-ce qu'on n'a pas des moyens ou des études qui seraient sorties qui nous disent bah, ce malade-là, il est à coup sûr beaucoup plus à risque et doit nécessiter d'emblée l'envoi d'un SMUR? Ou est-ce qu'on reste finalement avec ce grand cadre des critères de Vittel qui manque un petit peu de finesse, un petit peu de précision? Alors oui, bah, tu as raison. Il y a pas beaucoup de choses nouvelles finalement par rapport aux critères de Vittel, parce qu'il n'y a pas d'études finalement majeures sur le sujet, sur l'identification de ces facteurs-là. Ça reste ces mêmes facteurs-là, mais je pense que si on essaye de faire un peu cette gradation ABCD dès l'aspect régulation, ça vous apporte quand même un certain niveau d'identification. Et puis, alors je sais que c'est assez difficile, mais prenez en compte le système dans lequel vous êtes. C'est que vous savez que si vous envoyez un effecteur premier échelon type pompier, vous allez avoir une réponse qui va être extrêmement décevante dans les informations qui vont vous remonter. Donc finalement, croyez ce qu'on vous dit initialement et puis bah, essayez d'avoir le bénéfice du doute pour les différents patients et puis envoyer un SMUR, quoi. Même si bah, ouais, je sais que c'est des fois un peu difficile parce que la démographie elle est là, parce que les équipes sont mutualisées avec les services d'urgence, puis que c'est difficile de voir partir. Mais alors, on essaye, là, on va avoir une publication qui va sortir bientôt où on a repris ce modèle pronostic d'identification des traumatisés hémorragiques avec une mise en dégradation de ce modèle-là pour être utilisé par les premiers intervenants lorsqu'ils appellent pour les accidents de voiture en disant bah, le patient, il est âgé, pas âgé, est-ce qu'il y a un pouls, pas de pouls, est-ce qu'il vous répond ou pas, pour avoir plutôt une évaluation type premier témoin lambda, afin d'essayer de cibler un peu les choses. Puis ça, on devrait le publier prochainement. Merci FX. Oui, une autre question ici. Hop. Oui, bonjour, je suis Thomas, du coup je travaille à Montpellier. J'ai une question pour Jonathan. Tu nous parles de l'ECMO de plus en plus dans le trauma. Nous, la CR traumatique, bon, on a une vision un peu limitée où on arrive dessus en se disant c'est pas quelque chose qui doit nous faire perdre trop de temps, d'autant plus lorsqu'il y a du multivictime. Donc on a une vision un peu limitée où nous on se dit bon, je lui fais une thoraco bilatérale, il récupère, tant mieux pour lui, il récupère pas, je passe à autre chose. Finalement, est-ce que maintenant on se dit je lui mets une planche à masser, j'appelle le DARA et je dis roulez vite vers le DARA pour toi ou pas? Oui, avec les critères et un minimum de cohérence clinique. OK pour la pleurostomie ou la thoracostomie bilatérale, ça, moi je signe également. Et après, on rentre dans la question des critères d'espoir de récupération, notamment la présence d'un témoin et surtout le temps de no-flow. Après, moi, ce que je dis à mes jeunes, c'est toujours la même chose. Vous acceptez un Glasgow 3 avec midriase bilatérale, traumatisé crânien, c'est 0,3, 0,1% de survie. Et vous vous battez sans aucune limite. Pourquoi vous ne prenez pas en charge un arrêt cardiaque sous planche à masser qu'on va brancher? Oui, les gens pensent que la probabilité de survie elle est faible. En fait, quand on a plein de dossiers et plein d'expériences qui montrent que c'est pas vraiment le cas. Après, selon les lésions, c'est sûr que la probabilité elle est plus faible, mais à la rigueur, après on bascule dans une autre réflexion qui est la stabilisation d'un patient critique, qui peut éventuellement aussi avoir une prise en charge de type don. Donc c'est deux choses qui viennent se compléter, hein. Voilà. Après, c'est vrai que sur le choc hémorragique, ce qui va être limitant, c'est la perte de masse sanguine, mais si on n'est pas loin de l'hôpital, voilà, les études montrent que ça a du sens et qu'avec une transfusion massive associée à la prise en charge par ECMO, ça fonctionne. Traumatisé crânien, bon, on ne rattrapera pas les lésions initiales, mais par contre, il y a cette stabilisation et ensuite une réflexion globale sur le potentiel de don. Et après, sur tout ce qui est traumatisé thoracique, c'est clair que s'il n'y a pas d'hémorragie massive, c'est une très bonne indication. Ok, très bien, merci. Charles-Henri. Non, mais... Moi, juste une petite question. Est-ce qu'on peut
penser et se dire il faut que j'y pense à l'ECMO préhospitalier sur un polytro, bon, c'est bon, c'est pas la peine. Ouais, c'est la question de l'ECMO tout court en préhospitalier. On pourrait longuement en parler. Pour avoir mis en place la technique depuis presque une dizaine d'années dans le service, avec un abord chirurgical, il y a une montée en compétences quand même, hein, un certain volume. Nous, sur tous les opérateurs, on a une ligne d'astreinte spécifique parce que tous les seniors qui prennent des gardes ne sont pas habilités à le faire. Enfin, il y a une montée en charge qui est particulière. Donc, ça, plus les conditions de pause, il faut voir, mais bon, tout se discute, c'est un sujet général. Si on n'est pas loin de l'hôpital, moi je pense que ça a plus de sens de ramener le patient. Après, si on est organisé, si on a la compétence, si on a le matériel, le camion comme à l'américaine, pas. Hein, maintenant, c'est sûr que si vous le faites sur un choc hémorragique, il faudra ça plus les culots. Par exemple, parce que normalement à Perpignan, ils ont aussi l'ECMO, nous on est à Narbonne, on a un truc à l'E4, est-ce qu'on déclenche l'ECMO ou est-ce qu'il faut un D'abord, temps faut voir avec eux, je pense, leur organisation, avec Sébastien et toute la clique. Mais ça me paraît pas complètement dingue. En tout cas, comme à l'époque on disait trauma égale contre-indication à l'ECMO, aujourd'hui c'est une hérésie de penser ça. Il y a d'ailleurs une série française multicentrique qui va sortir pour montrer les expériences des différents centres dans laquelle on a lourdement participé en termes d'inclusion. Ouais. Pour juste une petite précision par rapport à ces points-là d'ECMO. Honnêtement, en termes de vision de santé publique, c'est beaucoup plus important de prendre en charge des patients grade C, très stables, et de faire une évaluation secondaire dans les différents centres hospitaliers de la région, afin de faire un triage secondaire à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que les quelques patients qui vont bénéficier d'une ECMO. Donc, des fois, on est toujours attiré par des nouvelles techniques, par des nouvelles choses, mais souvent, là où on gagne le plus, c'est en faisant notre boulot au quotidien, quoi. Je casse un peu le truc. Après, Jonathan, je te trouve dur, hein. Tu viens de dire que poser une ECMO au centre de Paris à 500 mètres d'une réa, il n'y a probablement pas de... Ah si, c'est ce que tu as dit, il n'y a probablement pas d'indication. Sache que nous, dans notre spécialité, c'est ce qu'on nous vend en permanence. Hein. Juste, moi j'avais une petite question à FX et après on va enchaîner. Une question politiquement incorrecte, FX. Je te remercie de nous avoir fait la dézoomer en disant... une des raisons pour lesquelles vous êtes nécessaire en régulation médicale, c'est parce que vos premiers intervenants ont un niveau de formation qui est faible, notamment faible par rapport à chez vous, où ils font 4 ans d'études, ce qui fait qu'ils font plus que nos infirmiers pour faire paramédics préhospitaliers, en quantité en tout cas. La question est, tu as vécu les deux systèmes, c'est-à-dire des secouristes avec un niveau de formation plutôt faible et une régulation médicale, et des secouristes avec un niveau de formation élevé et pas de régulation médicale, ce qui fait qu'on peut les envoyer, de toute façon ils arriveront à se débrouiller, à trier, etc. Tu crois auquel des deux modèles? La vie, elle n'est pas noir et blanc. Non, mais toi, tu as vécu les deux modèles, il y en a quand même. Non, je pense que le système où on économise du temps médical, où il n'y a personne en régulation, où on a des effecteurs qui font plein de gestes en préhospitalier, c'est hyper confort. Parce qu'effectivement, on ne sort plus sur une antalgie, on ne sort plus sur des choses de base, une hypoglycémie, on sait plus ce que c'est. Enfin, ils le font directement, puis on va garder l'expertise médicale pour les choses dont on a vraiment besoin. Un patient traumatisé très sévère qu'il faut intuber directement, ça oui, ça nécessite l'expertise médicale. Et si c'est pour sortir à défaut par rapport à un défaut d'expertise à ce niveau-là, c'est utiliser beaucoup de ressources urgentistes qui ne sont pas à dispo, enfin qui ne sont plus du tout à dispo au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est un système qui me semble préférable. Mais comme je vous disais aussi, un système de santé, on ne le modifie pas, quoi. Enfin, vous n'allez pas pouvoir demain dire on veut des paramédics un peu partout, puis avec des SMUR experts à ce niveau-là, ça va être compliqué. Mais oui, politiquement incorrect, je préfère le système avec un niveau d'expertise initial premier échelon qui est plus important. Ok. Nicolas, je te propose qu'on continue la discussion avec toi et vous pouvez rester là, bien sûr, Jonathan et FX, parce que je pense que la discussion va évidemment tourner avec des sujets qui vont vous associer. Donc, merci à Nicolas Bounot, qui est, je le répète, le grand architecte de cette journée, réellement. Merci à toi. Ouais, donc l'idée après cette topo scientifique, c'était de vous présenter l'organisation du réseau.
dans la région. Donc déjà là vous avez accès au site internet où vous retrouvez toutes les infos sur Oxytrauma. Alors Oxytrauma, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2019 suite à la fusion des deux régions. Il y avait une dynamique d'organisation en réseau sur la traumato dans les deux ex-régions, et en 2019 on nous a fait comprendre au niveau de l'ARS qu'il fallait qu'on fusionne pour espérer avoir des subventions pour pouvoir continuer à progresser dans l'organisation de notre réseau. Donc c'est une association loi 1901 avec un bureau. Donc actuellement le président c'est Thomas Gerhardt, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Toulouse, il travaille en neuroréanimation. La vice-présidente c'est Claire Roger, qui est anesthésiste réa à Nîmes. Et ensuite vous avez un trésorier qui est présent d'ailleurs, c'est Olivier Santos, qui est un infirmier au déchocage à Purpan. Et le secrétaire c'est Nicolas Caron, qui est infirmier anesthésiste, lui au déchocage à Montpellier. Le bureau va être renouvelé l'année prochaine. Donc voilà, on y tient beaucoup à garder cette dynamique pour renouveler les personnes le plus possible, pour garder justement une dynamique et faire entrer les gens qui ont envie de s'investir dans l'organisation du réseau. On a rapidement aussi compris qu'il fallait qu'on s'organise avec une antenne Est centrée autour de Montpellier et une antenne Ouest autour de Toulouse. Chaque antenne a effectivement développé ses côté pédagogique, s'organise un peu comme elle l'entend, mais le financement il est global, et il n'y a pas de financement attribué à une antenne et un autre financement à l'autre antenne. C'est un financement global qu'on a eu à partir de 2021, parce qu'on a eu donc des financements de l'ARS. Donc on a conventionné, on a contractualisé avec l'ARS, et vous avez dessous là les missions du réseau. Donc animer et gérer, donc ça c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui par exemple, mais tous les ans vous avez une journée du réseau. On anime le site internet sur lequel on met régulièrement nos protocoles ou des informations sur des formations. Élaborer les procédures régionales. Donc la principale procédure, je vais en parler vite fait après, c'est évidemment l'orientation préhospitalière, mais il y en a d'autres. Organiser le recueil et la gestion des risques, je vous en parlerai aussi un petit peu après. Centraliser la formation continue à l'échelle régionale. Donc ça, Jonathan vous en a déjà parlé, avec le DIU médical, le DU paramédical, qui est peut-être amené à devenir aussi interchu, les masterclass, des visioconférences aussi qu'on fait régulièrement. On essaye de vous passer les informations. Et le point sur lequel on est en train, j'espère, aboutir, c'est le registre régional. Donc j'en parlerai aussi un petit peu après. Collaborer à la mise en place de programmes et de recherche communs. Ça va dépendre aussi de ce registre qui va nous permettre de récolter des datas et d'envisager de faire des études. Je vais pas parler de la charte. On a une charte pour le réseau. En gros, c'est d'être le plus inclusif possible, de garder le patient au centre de nos réflexions, d'être conscient que les deux CHU de Toulouse et Montpellier, c'est eux qui ont l'expertise pour les patients les plus graves, que ce soit en pédiatrie ou adultes. Et il y a d'autres éléments qui sont décrits dans la charte, qui est accessible sur le site. Hop. Donc les procédures, donc la première procédure, ça a été la procédure d'orientation préhospitalière. Bon, on en a déjà parlé longuement, je ne vais pas revenir dessus. Elle est amenée peut-être à évoluer en fonction notamment du registre. Pour l'instant, c'est celle-ci. On a clairement mis l'accent sur le concept de surtriage pour essayer de diminuer un maximum le sous-triage, parce que vous avez bien compris que c'est le sous-triage qui va tuer les patients, en tout cas de ce qui est visible, même si emboliser un centre hospitalier, ça peut aussi être délétère pour les autres patients. Mais pour l'instant, on est incapable au niveau régional de vous donner
les chiffres de surtriage et de sous-triage. Et c'est un objectif qu'on s'est fixé avec le registre, mais ça va prendre du temps, évidemment. Il y a d'autres protocoles, le scanner corps entier, qui a été diffusé sur le site, qui permet d'harmoniser les procédures de réalisation des scanners à l'échelle régionale, qui permet une relecture par les centres experts des imageries qui sont faites dans les centres périphériques. Et alors moi, je n'ai pas d'expérience pratique par rapport à ça, mais apparemment c'est quelque chose d'assez important pour eux d'avoir des images standardisées. Ça leur permet d'être beaucoup plus pertinents dans leurs analyses. Et avec aussi cette notion de protocole simplifié là, pour les grades C, qui permet de diminuer la dose de la radiation. Donc c'est un protocole simplifié. C'est pareil, je ne sais pas trop si ça a été mis en place dans vos centres hospitaliers, mais sachez qu'il existe, qu'il est disponible sur le site et qu'il y a un travail à faire avec les radiologues pour le mettre en place localement. On a aussi vocation sur le site de diffuser les procédures nationales et on a notamment mis les aides cognitives de la SFMU de la SFA. Hein, vous savez, c'est ces planches intra-hospitalières et extra-hospitalières d'aides cognitives qui sont très bien faites, je trouve. Donc vous les avez sur le site. Je ne l'avais pas mis, mais Jonathan m'a dit d'en parler, c'est le stop technique, une nouvelle procédure qui a été diffusée il y a 2-3 mois, hein, je crois, qui est accessible sur le site. Hein. L'idée du stop technique, c'est ne pas perdre de temps. Si on est en difficulté en préhospitalier avec un patient, je ne sais pas, par exemple, qu'on n'arrive pas à ventiler, qu'on est, je ne sais pas, à 10 minutes de l'hôpital de Carcassonne, et bien, au lieu de partir sur la route avec un patient qu'on n'arrivera pas à ventiler, c'est de se dire, dans un esprit de réseau, c'est-à-dire ça va être une réflexion qu'on a menée avec le déchocage de Purpan ou de Montpellier, de se dire, bon, bah, ce patient, il faut que je l'amène d'abord à Carcassonne pour que l'anesthésia ou l'anesthésiste sur place m'aide à gérer les voies aériennes, à le ventiler correctement pour rapidement ensuite le rapatrier sur le centre expert. Tout ça et là c'est hyper important, tout ça il ne faut pas perdre de temps à enregistrer le patient, à créer un dossier hospitalier et encore moins à vouloir faire une imagerie. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc vous avez, il y a plus que la ventilation, mais vous avez le protocole sur le site. Voilà, donc il y a d'autres procédures qui vont arriver. Là, on a lancé un travail sur la transfusion préhospitalière. Vous avez dû recevoir d'ailleurs une petite enquête de pratique. Merci à ceux qui ont déjà répondu. J'ai pas eu le temps encore de voir les réponses, mais je sais qu'il y a eu des réponses. Et je crois qu'il y a aussi un projet, une réflexion sur harmoniser les transmissions quand on arrive au déchocage avec les équipes intra-hospitalières. Ça, c'est quelque chose qu'on a mené plutôt sur le CHU, sur l'antenne ouest, pour le coup, avec Olivier Santos et Véronique Ramonda, c'est d'essayer de travailler sur la gestion des risques. Et déjà depuis pas mal d'années, vous avez, enfin pas mal de mois, pardon, vous avez la possibilité de nous faire remonter ce qui vous semble être un dysfonctionnement du réseau. Donc sur le site internet, vous avez la possibilité de remplir un formulaire qui est totalement anonyme et qui va nous permettre, nous, de vous rappeler, de vous recontacter par la suite pour aller recueillir les éléments qui vous ont amené à penser qu'il y avait un dysfonctionnement. Et ça peut aboutir sur soit un rappel de la procédure, soit sur des choses plus conséquentes en termes de travail, comme des revues de dossiers type RMM. Donc il y en a déjà eu de fait par ce biais. Donc ça nous semble très important de pouvoir, comme vous ayez la possibilité, tous, de l'infirmier, même de l'ambulancier au médecin, de pouvoir faire remonter ce qui vous semble être des dysfonctionnements. Et Olivier Santos a travaillé là depuis quelques mois sur une charte de cette gestion des risques, avec l'idée de la diffuser dans tous les centres qualité de vos centres hospitaliers, afin que
l'ensemble des gens qui s'occupent de la gestion des risques dans les hôpitaux connaissent aussi cette fonction du réseau et qu'on puisse apporter notre expertise dans les dossiers qui posent problème. Voilà, en sachant que l'idée, c'est vraiment de se concentrer évidemment sur les dossiers qui ont posé problème entre plusieurs hôpitaux. On ne va pas aller, je ne sais pas si c'est le mot, mais s'ingérer dans les problématiques d'un centre hospitalier si c'est un problème vraiment très local, sauf s'il y a besoin d'une expertise particulière. Mais l'idée, c'est quand même de rester sur ces patients qui posent problème entre plusieurs hôpitaux. Et bien sûr, il y a toujours... on a travaillé avec la cellule qualité régionale, j'ai oublié le nom, la SRA, parce que l'idée, c'est aussi que les dysfonctionnements qui relèvent de la HAS, donc les événements indésirables graves, et bien on vous oriente ensuite sur des déclarations à ce niveau-là. Voilà. La formation... Nicolas, on peut peut-être faire juste un point là-dessus, parce que c'est important. Oui. Donc, si demain, vous avez des praticiens, il y a beaucoup de praticiens ici, qui voient qu'il y a un non-respect des procédures oxytrauma, c'est-à-dire du grading des malades, de l'acceptation des malades dans les centres en fonction du niveau, etc. En bref, ce que tu dis, c'est qu'il y a un moyen de déclaration anonyme sur le site. Et on pourrait quand même dire, en tout cas, je pense que c'est intéressant, important de le souligner, que parallèlement, il faut qu'il y ait une déclaration interne dans l'établissement. Tu as dit que vous vous mettez en relation, c'est hyper important de ne pas faire ça sans la participation des cellules qualité de chacun des établissements. Donc, où est-ce que tu penses qu'il faut le déclarer et que Oxytrauma fera la chose d'avertir systématiquement l'ensemble des chefs de service concernés, plus l'ensemble des centres? C'est juste pour en pratique, comment les gens doivent faire? Est-ce qu'ils font une seule déclaration? Ils en font plusieurs? Non, mais en fait, donc l'idée, c'est, je pense que l'idée, c'est, vous pouvez déclarer sur le site. Nous, après, on vous rappelle, on analyse le dossier. Et si, à l'analyse du dossier, on s'aperçoit que ça concerne vraiment une organisation locale, mais on vous répondra, mais il vaut mieux le déclarer à votre cellule qualité, voir avec vos chefs de service, etc. Mais si ça concerne vraiment l'organisation du réseau, on va s'en saisir. Et après, effectivement, on va voir avec la personne qui a déclaré si elle veut participer au travail ou pas. C'est pas obligatoire d'ailleurs. Celui qui déclarait ne sera pas forcément ensuite obligé de travailler sur ce dossier par la suite. Évidemment, on aura besoin de lui pour recueillir les données. Et puis évidemment, on va contacter les chefs de service pour travailler avec eux sur l'amélioration de la procédure. Je ne sais pas si j'étais clair. Mais... Oui, ça me paraît clair. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ce côté démarche qualité est vraiment hyper important. Hein. D'autant plus qu'on est tous, comme tu le disais, centrés sur nos hôpitaux et que là, on est en train de parler d'un truc qui souvent est un problème de communication entre des acteurs de différentes structures. Donc, c'est important que le réseau se positionne comme ça. Ouais. Voilà, c'est effectivement l'idée. Ouais. Je continue. Alors, le recueil pratique régional, le registre régional. Pour vous présenter rapidement l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision du parcours patient à l'échelle régionale. Pour, à terme, c'est vraiment l'objectif, ça serait génial si on arrive à avoir ça, avoir des chiffres de sous-triage et de sur-triage quasiment annuellement. Donc ça serait vraiment parfait. L'ARS nous soutient dans ce projet. On a conventionné entre CHU, les CHU ont conventionné avec l'ARS, avec Oxytrauma, pour mettre à disposition du temps ARC-AMA qui vont travailler sur ce dossier, qui vont aller récupérer les données préhospitalières et intra-hospitalières. L'ORU est partenaire et a développé un formulaire de recueil des données qui est finalisé. Donc, travail qu'on a mené avec évidemment Oxytrauma. Donc le formulaire il est finalisé.
On se heurte actuellement à un travail conséquent qui nous est un petit peu tombé dessus il y a 2-3 mois quand on s'est rendu compte qu'une simple déclaration à la CNIL n'allait pas suffire, mais qu'il fallait monter un vrai dossier CNIL. Et ça, c'est un gros boulot, donc on est en train de le faire. On espère pouvoir présenter le dossier à la CNIL en janvier. Donc après, il faudra attendre leur retour pour commencer à inclure les patients, mais normalement, c'est un retour qui se fait dans le mois. Donc, j'ai envie de dire qu'on n'a plus qu'un échelon à gravir, c'est la CNIL, et qu'après, on va pouvoir commencer à inclure les patients. Et ça, c'est quand même encourageant. Ce qui est un petit peu moins, ce qui m'embête beaucoup même, c'est que on s'est rendu compte que dans un premier temps, l'objectif d'aller recueillir les données dans les niveaux 2, ben, on pourrait pas le tenir. Qu'on allait devoir, dans un premier temps, lancer le registre seulement sur les niveaux 1A. Même au niveau des niveaux 1B, ça va être compliqué, parce que là aussi, on s'est rendu compte que déjà, le temps ARC-AMA avait été un peu sous-évalué, et qu'on se heurte là aussi à des problématiques de convention à passer entre Oxytrauma, l'ORU, et tous les centres hospitaliers périphériques qui vont bien vouloir partager leurs données. Donc voilà, on a décidé au dernier bureau d'Oxytrauma de lancer quand même le registre au niveau des centres 1A, même si clairement ça ne sera pas suffisant pour avoir évidemment une vision globale du parcours patient sur la région. Après, Nicolas, ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a un gros enjeu, c'est le couplage SMURTAB sur la partie préhospitalière. Oui. Et si jamais ce couplage il se fait, on aura la déclaration de l'ensemble des malades en préhospitalier. Et si des gens veulent faire des études plus précises sur l'ensemble des prises en charge, ils pourront travailler leur convention avec les centres où ils vont pour avoir les données intra-hospitalières dans ce cadre de recherche. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un registre exhaustif, on en rêve tous. Ouais. Et toi, tu dois avoir les chiffres en tête. J'imagine que ça demande de multiplier par 3 ou 4 le personnel alloué à cette tâche-là, non ? Alors moi, j'avoue que j'ai pas trop le chiffre en tête parce que je me rends pas compte au niveau des centres hospitaliers ce que ça représente pour les ARC AMA, mais bon, clairement, Thomas Gerhardt, il pense qu'il faut multiplier par 2, ou 2 ou 3 même le nombre d'ARC AMA qui était alloué, qui était pour l'instant de 1,5 ETP pour chaque antenne. Voilà. Mais voilà, encore une fois, on va commencer comme ça, et puis j'espère que quand on aura montré que ça marche et qu'on peut y arriver, on aura du temps en plus pour aller recueillir les patients dans les niveaux 2. Et tu as raison d'insister sur le préhospitalier, parce que c'est vrai que donc actuellement, il y a le logiciel SMURTAB, il y en a d'autres dans la région, en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne, qui n'utilisent pas SMURTAB mais qui sont informatisés, et il y en a encore beaucoup qui utilisent le papier. Donc l'idée, ça serait effectivement d'être exhaustif et de recueillir l'ensemble de ces données. Au niveau de SMURTAB, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que la fiche traumatisée grave qui est actuellement accessible sur la tablette, elle est loin d'être parfaite, et qu'on va la retravailler, que normalement vous aurez une fiche toute neuve, toute belle et bien complète dans 1 an et demi, j'espère. Et donc j'espère que ça motivera les gens à remplir le dossier préhospitalier de manière exhaustive, qu'on ait des bonnes données ensuite pour analyser au niveau du réseau. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le recueil. J'ai quand même quelques données à vous présenter. Je ne sais pas si j'ai le temps. Ah, de toute façon, je crois qu'on a dépassé, mais c'est vrai qu'il va falloir respecter les partenaires qui nous attendent, etc. Mais je te propose, si on arrive à finir dans les 5 minutes, ce serait bien. 5 minutes, parfait. Un quart d'heure de retard. Okay. C'est juste pour vous présenter quelques données qu'on peut actuellement quand même recueillir au niveau régional grâce au dossier SMURTAB. Là, je vous présente que des données SMURTAB. Avec un gros bémol, c'est qu'actuellement, on est à 70% d'utilisation de la tablette dans les centres déployés. Vous avez en dessous la répartition, enfin l'exhaustivité par département. Vous voyez qu'il y a des départements qui utilisent beaucoup la tablette, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Et évidemment, on n'a pas les données du Tarn-et-Garonne et de l'Ariège, parce que pour l'instant, on n'a pas non plus... Enfin, je ne sais même pas si je leur ai proposé de nous envoyer leurs données. Donc actuellement, vous voyez que l'activité préhospitalière traumatisée grave, c'est 2,3% de nos sorties SMUR. Donc c'est des données de janvier à octobre 2024.
Donc c'est pas non plus une activité hyper importante en termes de volume. Donc 624 primaires, ça fait 694 patients parce qu'il y a des patients multivictimes. Et ce que je vous disais, hein, la fiche traumatisée grave, le profil traumatisé grave sur Smurtab, vous voyez, c'est seulement 26%. Utilisé seulement dans 26% des cas. Donc là, clairement, soit la fiche, elle vous plaît pas du tout, soit vous savez pas qu'elle existe, mais bon, il y a un souci. Donc on va essayer d'augmenter ce pourcentage et il va falloir qu'on y arrive si on va avoir des données préhospitalières exhaustives et intéressantes pour la suite. Je sais pas si j'ai une autre slide. Oui, alors après, on peut affiner un peu. Là, vous avez le devenir de ces patients. Donc vous voyez que la plupart sont quand même orientés vers les niveaux 1. Hein, donc j'ai du mal à lire là, mais donc le CHU de Montpellier, CHU de Toulouse, Nîmes et Perpignan qui sont les 4 niveaux 1. Voilà, et après vous avez les départements qui utilisent la tablette, c'est-à-dire l'Aveyron, un petit peu l'Aude de côté Carcassonne, Cahors qui utilise pas mal la tablette, mais du coup qui doit orienter beaucoup sur Toulouse. Voilà, donc c'est quelques données qu'on peut avoir comme ça qui sont très parcellaires, qui sont à relativiser sur l'exhaustivité de l'utilisation, mais qui permettent déjà d'avoir une petite image de ce qui se passe dans la région. Et vous voyez que la durée moyenne sur les lieux, elle est de 1 heure, ce qui est un petit peu... non, c'est la durée sur les lieux jusqu'à la destination. Donc 1 heure de prise en charge en préhospitalier. Quand on connaît les délais l'étendue de la région, je trouve que c'est un chiffre qui est quand même pas mal. On reste dans l'heure. Donc c'est intéressant de noter. Alors, si je peux me permettre, ouais. On peut toujours se dire qu'en effet, c'est pas mal, je suis d'accord avec toi. Mais à mon avis, il faut quand même rajouter que c'est toujours trop. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se donne comme objectif d'essayer de le réduire encore. Mais je suis d'accord que vu les délais moyens qu'on a, c'est quand même assez intéressant. Et notamment, l'avantage de Smurtab, c'est que je pense que ces données sont quand même plutôt fiables. Autant il y en a d'examens cliniques, de machin, à mon avis, c'est compliqué. Les données d'horaire, normalement, c'est quand même pas trop mal rempli. En tout cas, bravo, tu as parlé de Smurtab à Gruissan. Félicitations. Et la dernière planche, ça c'est des éléments qu'on va recueillir dans le registre préhospitalier. Dans le registre régional, pour la partie préhospitalière, c'est les actes marqueurs de la prise en charge. Qu'on vous voyez actuellement, on a un traitement qui est renseigné dans seulement 58% des cas des patients pris en charge en préhospitalier pour traumatisme grave, et on a seulement 8% de ces 58% donc sur lequel est noté un traitement par amine. Bon, là clairement cette planche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'on s'améliore sur l'exhaustivité de l'utilisation de Smurtab et surtout sur la qualité du remplissage de notre dossier médical préhospitalier. Je pense qu'on est quand même assez loin de la vérité. Voilà, moi je vous laisse regarder les autres chiffres. Vous voyez, on n'a aucun drain pleural posé a priori. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous présenter rapidement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? N'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas Nicolas pour ça. Et ça n'a peut-être pas été dit de façon très précise ou assez, mais il faut se rappeler que les réseaux, ça sauve des vies, surtout en traumato. Donc c'est vraiment important de dire que c'est pas qu'une envie d'organiser les choses, hein. C'est que réellement ça permet l'amélioration de la prise en charge des malades. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Tout le monde est en hypocaféinémie et en hypoglycémie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci Jonathan, merci FX, merci Nicolas, et on reprend après avec le deuxième sujet.